Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. Oui, maintenant, je vis dans un monde d'être humain parce qu'avant, je me voyais comme si je suis une chose, quoi. Le parcours de sortie, ça a vraiment changé les choses pour toi? Oui, ça a vraiment changé beaucoup les choses parce que je me voyais nulle, en fait, sans papier, balader comme ça, et se prostituer pour avoir à manger, donc... Après le succès de la saison 1, nous avons été contactés sur les réseaux sociaux de La Vie en Rouge et au Mouvement d'Uni par de nombreuses personnes qui souhaitaient à leur tour enregistrer. Cette saison 2 accueille ainsi de nouvelles personnes, soit venues après avoir écouté le podcast, soit parce qu'elles étaient accompagnées par le Mouvement d'Uni et y ont vu la possibilité de s'exprimer publiquement sur leur histoire. Elles ont conçu et réalisé ces épisodes en choisissant les thématiques qu'elles voulaient aborder, en participant au montage et en s'engageant dans un mouvement collectif. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 22. Maintenant, je vis dans un monde d'êtres humains. Bonjour Hope et bienvenue dans le studio. Bonjour Sandrine. Je m'appelle Hope. Je viens du Congo-Kinshasa. Je suis arrivée en France, j'avais 16 ans et demi. Et bientôt, j'aurai 30 ans. Je suis arrivée en France en tant que prostituée. On est arrivés, on était nombreuses. Une certaine des enfants. Et en arrivant en France ici, je savais que je suis arrivée ici pour se prostituer. Pas pour moi, mais pour les autres, pour gagner de l'argent. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Moi, je suis tombée enceinte très tôt. Donc ça fait au moins presque 13 ans que je suis en France. Tu avais connu déjà de la prostitution dans les rues parce que tu étais enfant des rues à Kinshasa? Oui. J'avais déjà connu, j'étais dans la rue à l'âge de 14 ans. Non, 13 ans et demi, 14 ans. Et je suis arrivée ici, j'avais 16 ans. Donc ça fait 2 ans que je me prostituais déjà dans la rue parce que je dormais dans la rue en fait. Et donc ensuite, un réseau qui t'a fait venir en France. Oui. Et donc à 16 ans et demi, 17 ans, tu es tombée enceinte. Oui, je suis tombée enceinte vite quand je suis arrivée en France parce que je ne me protégeais pas. Il y avait des clients qui ont mettait des préservatifs, il y avait aussi des clients qui n'en mettaient pas. Parce qu'avec des préservatifs, il y avait des prix. Sans préservatifs aussi, il y avait des prix. Mais là, à ce moment-là, c'est le réseau qui prenait tout l'argent ou... Oui. Nous, on bénéficiait qu'à manger et à dormir. C'est tout. Et on a découvert que je suis enceinte, c'était déjà presque 4 mois. Et ils ne pouvaient pas m'enlever et je ne pouvais pas aller à l'hôpital parce que j'avais rien comme document sur moi et je ne savais pas. Ils m'ont dit ils vont y aller me laisser quelque part. Je m'en souviens, on était en Orléans, ils m'ont ramené à Bourges et ils m'ont dit ici c'est secours catholique, entre là-bas tu dis que tu viens d'arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont ramenée d'abord en famille d'accueil et ils m'ont trouvé un foyer de jeunes mamans. Et après là, comme là-bas, j'étais coffrée en fait à nouveau. Même si on faisait rien, on nous donnait tout. Mais moi, je me sentais pas à l'aise et je me suis mis en foot. Des Bourges à Paris. Et quand je suis arrivée à Paris, on m'a logée dans les 115 et j'ai recommencé à se prostituer pour avoir à manger. Et en plus, tu avais ta petite fille, ton bébé à nourrir à ce moment-là. Oui. Je partais dans le soirée des jeunes mamans qui était organisée par le conseiller général. Et par là, j'ai rencontré mon histoire. C'est une dame là-bas qui connaissait Agnès, si je me souviens bien, qui a parlé de moi. Et c'est par là que j'ai rencontré le Mouvement d'Uni. Progressivement, tu as pu être accompagnée par le Mouvement d'Uni. Oui. Il y a eu des allers-retours dans la prostitution. Et ensuite, tu as pu bénéficier. Tu as été la première personne en France à avoir le parcours de sortie de prostitution. Oui.
parce que tu peux dire comment ça s'est passé? Je n'en pouvais plus et je demandais à Evelyne, parce qu'il m'avait demandé pourquoi tu es venue nous voir. J'ai dit que je n'en pouvais plus, je n'ai rien à donner à manger, je n'ai rien comme ressource et je devais arrêter, mais je ne peux pas. C'est au-delà de moi. Il y a quelque chose à travailler ou à faire. Je pourrais arrêter, mais pour l'instant, je ne peux pas. Ils m'ont demandé si je vais vraiment arrêter. J'ai dit oui. Et c'est par là j'ai accepté de rester avec le mouvement d'Uni. Ensuite, donc, tu as eu le parcours de sortie Oui, parce je que... suis la première. Oui. Je suis la première à Essonne à bénéficier des parcours. Voilà. Et je crois même que c'est un juge qui a dit qu'il fallait que tu aies le parcours parce que tu avais eu une OQTF Oui. et qu'on l'a contesté devant le tribunal qui a dit non, c'est pas juste. Voilà. Et il faut que tu aies le parcours. Oui, c'est ça. Tu peux dire ce que ça t'a fait quand tu as su que tu avais le parcours de sortie? Au début, je ne croyais pas. J'ai dit, c'est une histoire. Et quand je suis tombée chez les juges, ils ont dit qu'elle est arrivée en France, tant que mineure, elle a donné naissance ici, elle ne pouvait pas y aller. En plus, il y a une mise en disposition des sorties de parcours, donc c'est impossible que... Je sais, tu as raconté quand tu avais reçu le courrier comme quoi c'était accordé. J'étais contente parce qu'à ce moment-là, je n'avais rien comme papier. Et dès que j'ai eu mon premier récépissé de 6 mois, j'étais vraiment très contente. Je bénéficie aussi des 430 quelques euros, si je ne me trompe pas, moi et ma fille. Et j'ai repris directement le travail. J'ai cherché le travail avant. Je travaillais dans le noir avec les papiers des autres. Je travaillais. Après, dès que j'ai eu mon papier, j'étais allée frapper à la porte. Directement, je suis retournée au travail. Et je travaillais, le parcours, ça continuait. Je travaillais et je me suis en sortie directement. Ensuite, là, tu étais logé longtemps au 115 et ensuite, tu as pu trouver un logement. Oui, grâce au 115 et Evelyne aussi m'a beaucoup aidé. Quelques mois après, je suis sortie, ils m'ont donné carte de séjour de 1 an. Et donc, le parcours de sortie, ça a vraiment changé les choses pour toi? Oui, ça a vraiment changé pour moi. Changé beaucoup les choses parce que je me voyais nulle en fait, sans papier, balader comme ça, se prostituer pour avoir à manger. Donc... Oui, tu me disais que parfois tu avais encore aujourd'hui un sentiment de honte par rapport à ça. Si, j'ai la honte. Et je me demandais s'il n'y avait pas les parcours, qu'est-ce qui pouvait m'arriver avec ma fille. Parce que j'étais au bout de moi. J'avais même envie de l'abandonner, ma fille. Parce qu'il faut, avant de lui donner à manger, il faut qu'il se prostitue. Donc, je me voyais nulle en fait. J'avais vraiment envie de l'abandonner. Tu n'en pouvais plus en fait. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Ce que tu dis dans la vidéo très forte que tu avais fait, on avait fait une conférence de presse sur le parcours de sortie et tu disais... Le parcours, ça m'a changé beaucoup ma vie. Ça a changé beaucoup ma vie en fait, je peux dire. Je suis pas là où j'étais avant et là je suis dans un monde d'être humain. Avant, je n'étais pas dans le monde d'être humain, là je suis dans le monde d'être humain. Donc, je peux travailler, je peux faire... Donc, je peux faire tout sauf la prostitution, c'est tout. Oui, maintenant, je vis dans un monde d'être humain parce qu'avant, je me voyais comme si je suis une chose, quoi. Ouais. Je ne me voyais pas, donc nulle. Je me baladais comme ça et j'avais... La première chose qui venait de moi, sur ma tête, j'avais l'envie d'abandonner uniquement ma fille et me foudre à l'air, quoi. Tout ça, c'était se sentir comme une chose, c'est à cause de ce que fait la prostitution aux femmes et les hommes qui te traitent comme ça. Au pays, il y avait, on nous encadrait en fait. Vous êtes dans une maison et il y a des gens qui venaient là-bas qui sont identifiés. Mais ici, je connais personne. On tombait des fois avec des personnes dingues. Vous pouvez faire l'acte, mais ils ne te payent pas. Il a commencé à crier sur toi. Il t'insulte. Et tu vas faire quoi? Aller voir la police? Personne ne va mieux croire. Et j'avais pas de papiers. Sans défense. Oui. Et est-ce qu'il y en a qui étaient violents avec toi? Oui. J'ai reçu même 2 coups. Oui, plusieurs fois. C'est très violent souvent dans la prostitution et c'est très dur de vivre ça. Tu peux rencontrer des gens gentils. Tu peux rencontrer des malhonnêtes. Tu peux rencontrer des bandits. C'est risquant. C'est un risque tout le temps. Oui.
j'ai pas la mémoire paisible. Ma mémoire, j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même. Et j'ai honte un jour que ma fille sache que je suis passée par là. C'est ça mon regret. Mais peut-être que ta fille, à un moment donné, elle pourra comprendre qu'en réalité, tu n'avais pas vraiment le choix. Même si parfois tu as pu dire « je l'ai fait volontairement », et tu avais besoin de la nourrir. Avant, tu n'avais pas trop eu d'enfance, de parents. Voilà, il y avait des gens qui t'ont exploité. Je ne sais pas si elle va me comprendre. Je ne sais pas. Il y a une jour, il me disait, maman, toi, tu travailles beaucoup. Tu fais quoi avec de l'argent? Je dis, mais je mérite qu'on soit bien. Mais on est déjà bien. Mais tu travailles. Parce qu'il y a des jours, je travaille des travails. Je travaille ici, je travaille par là. Et elle a vu ça, c'est en trop, en fait. Tu te reposes pas. Je dis, mais non, je me repose pas parce que j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Je sais pas si elle va comprendre, mais pourquoi avant, tu faisais pas ça de travail? Et c'est quelque chose qui t'inquiète et qui inquiète toutes les personnes qu'on connaît. Inquiète qu'un jour, elle aussi, elle tombe sur ça. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Moi, je faisais ça à cause manque d'argent, manque là où dormir, mais je ne sais pas. Il y a des gens qui font ça, qui ont grandi ici, vécu ici, qui ont des papiers aussi. Et moi, à l'époque, j'avais rien du tout. Oui, il y a beaucoup de choses qui font parfois pousser les jeunes filles notamment à aller vers la prostitution, qui sont pas forcément les mêmes choses que toi tu as vécu, mais qui aujourd'hui banalisent et qui font comme si c'était pas important et que si c'était pas gênant. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, à la fois parce que il y a des conséquences, donc tu dis, sur ta mémoire, sur tes souvenirs, sur ta santé, et aussi sur la façon dont tu as l'estime de toi. En fait, c'est quand même vraiment pas ta faute. Il y avait tas de gens qui t'ont fait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, et la société ne t'avait pas offert jusque-là de possibilités de faire autrement. Je n'ai pas les réponses sur ça. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce que je dis ou... Si, je suis d'accord, mais il y a des gens qui galéraient comme moi, ils ne sont pas partis par la prostitution. Mais pourquoi seulement moi? Tu veux dire des gens en France? Oui. Non, au pays. Au pays? Oui. Ouais. Parce que, en fait, aussi, tu as rencontré des gens qui t'ont un peu poussé à ça. Parce que eux, ils ont gagné de l'argent. Oui. Voilà. Donc, en fait, si eux, ils n'étaient pas là, c'est-à-dire que peut-être d'autres personnes n'ont pas rencontré ces gens qui savaient que tu avais 14 ans, que tu étais fragile, que tu n'avais pas de famille, que tu n'avais pas de soutien. Ils pouvaient aussi me montrer une chose. D'autres travail ou apprendre quelque chose, travailler ou vendre quelque chose. Mais ils n'ont pas fait ça. Non. Et donc, c'est eux qui ont profité de toi et de ta vulnérabilité. De ma faiblesse, je peux dire. De ta faiblesse, voilà. Et ta faiblesse, c'est pas ta faute, c'est la vie qui fait que c'était comme ça. Moi, je crois que la vie, c'est injuste pour. C'est important de ce que tu dis sur ta fille quand elle est née. C'était difficile pour toi? C'était très difficile. Déjà, elle est née d'une situation de prostitution. Et donc ça, c'est compliqué. Après, tu savais, pour la nourrir, il fallait que tu continues. Donc, tu as dit que tu voulais l'abandonner. Et aujourd'hui, c'est complètement différent avec elle. C'était ma faute. Parce qu'à Bourges, j'étais au foyer de jeune maman. On nous donnait tout là-bas. Et c'est moi qui est partie, quoi. Parce que je me voyais coffrer, tu fais rien, manger, dormir. Et moi, ça ne me plaisait pas. Oui, mais comme là, tu as choisi de partir, mais il n'y a pas de raison que tu sois puni par subir d'autres violences, tu vois. C'est que ce qu'on t'a proposé à ce moment-là, ça ne convient pas à une fille de 17 ans, 18 ans. Tu l'as décrit toi-même, c'était un peu comme une prison. Le fait que tu aies eu envie de partir, pour moi, il n'y a pas de raison de t'en vouloir, parce que tu es quand même une fille de 17-18 ans qui a envie de vivre. Et malheureusement, derrière, la société ne propose pas suffisamment, tu n'avais pas suffisamment de possibilités. Pour ta fille, moi je sais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux avec elle, vous êtes très proches, je crois. Oui, vous avez une bonne relation? Oui, très très bonne. Elle se soucie de toi, on l'entend, puisqu'elle craint que tu travailles trop. En fait, moi je pense qu'elle peut un jour comprendre
tu es d'abord victime de fait de société, pas avoir de parents, de possibilités, de gens qui, au lieu de te montrer comment avoir un enseignement, une autre chose, te poussent vers la prostitution. Ensuite, t'emmènent en France pour tirer profit de ta prostitution. Et ensuite, il y a un enchaînement de circonstances qui font que tu continues à y être, même si tu as l'impression que c'était pas obligé, mais voilà, c'est difficile, t'as pas quand même beaucoup de choix à ce moment-là. Il faut aussi beaucoup de courage et de force pour arriver à s'en sortir. Oui, surtout moi. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais ça ne me quitte pas sur ma mémoire. Est-ce que tu as pu avoir des soins psychologiques, physiques liés à la prostitution ? Non, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Comme je travaille, je gagne un peu d'argent, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Tu parlais des conséquences. Est-ce que tu y penses beaucoup encore ? Si. Surtout des violences que j'ai subies, il y a des fois, j'ai eu même peur des hommes. Quelqu'un peut venir qui me dit que je lui plais pour son ensemble. Je refuse carrément. Parce que je vois ça comme si je vais recommencer encore à se vendre. Il y a des jours, les gens ils sont gentils. Il y a des jours, tu rencontres des malhonnêtes. C'est pas tous les jours que tu rencontres des mauvaises personnes. Et dès que j'avais vraiment compris cela, et j'avais des clients qui étaient régulièrement, on se connaît, on se parle, ça a devenu comme des copains et copines, quoi. C'est devenir mes clients, pour moi, mes clients que j'ai l'habitude de faire avec eux. Et avec qui tu te sentais pas en danger ? Oui. D'accord. Et qui me connaissent pas, hein. Ils savent rien de toi. Non, rien. Très clairement, tu dis que tu as peur pour ta fille que si jamais un jour ça lui arrive. Est-ce que est-ce que pour ça tu voudrais pouvoir lui en parler ? Non, je pense pas. Ouais. Non, je pense pas. Peut-être elle aura honte de moi. Même mon entourage actuel ne connaît rien de moi. Rien sur moi, je peux dire. Pour moi, c'est devenu quelque chose de tabou. Et pourtant, tu es là aussi pour en parler ? Pour moi, j'ai dit. Pour moi. J'ai la honte de rencontrer aux gens qu'avant, je faisais ça, non. Mais là, t'en parles et tu vas être entendu par des gens et ça te dérange pas ? Ils voient pas mon visage. Ils voient pas mon visage. Moi, je pense que la honte, elle est vraiment pas sur toi. C'est vraiment tous ceux qui t'ont exploité, tous ceux qui se sont dit, moi, je vais payer et je vais avoir du sexe comme je veux. Donc, je dis que tu as dû vivre quand même beaucoup de choses très dures. Tu étais très jeune. Pour moi, ils n'avaient pas le droit de te faire ça. Ils n'avaient pas le droit, mais c'est pas forcément eux qui me cherchaient. Et des fois, c'est moi qui les cherchais, qui envoyais des messages. Ça va, coucou, tu veux ou... Parce que j'avais vraiment envie de l'argent. Et oui, mais si tu avais envie de l'argent, ils auraient pu te donner de l'argent sans autre chose. On ne donne pas l'argent comme ça. Comme ça. Non. Je pense pas. Si c'était comme ça, pourquoi je ferais ça ? Si c'était on donnait de l'argent comme ça, pourquoi je ferais ça ? Tu penses que je ferais ça même si on donnait de l'argent comme ça ? Non. Oui, mais donc on est d'accord. Voilà, c'est vraiment parce que c'est un moyen pour eux d'avoir un rapport avec toi que tu n'aurais pas sinon. Oui. Et donc aujourd'hui, ton but, c'est vraiment de travailler beaucoup pour avoir une vie confortable ? Une vie meilleure, je peux dire. Ouais. Et c'est quoi pour toi une vie meilleure ? De travailler et de gagner plus. Et de ne pas vendre mon sexe pour gagner de l'argent. Et pouvoir t'occuper de ta fille ? Oui. Pour l'instant, tu travailles pour une société qui prépare des repas pour les EHPAD, c'est ça ? Oui, pour les personnes âgées, personnes invalides. Avant, j'ai travaillé dans les hôpitaux, mais là, je suis magasinière, en même temps préparatrice des commandes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire ? Est-ce que tu voudrais aller vers une formation ? Oui, je voulais faire chambre mortuaire. Je travaille dans les chambres mortuaires. Dans les chambres mortuaires. Et pour ça, il faut faire une formation ? Oui, ils m'ont dit une formation de 2 ans. Je crois que fin 2025, je pouvais aller faire des formations. D'accord, et tu peux faire financer ta formation par... Non, c'est le Pôle emploi. Comme j'ai déjà cotisé pendant 5 ans en France, j'ai droit. C'est ça qu'ils m'ont dit.
C'est quoi les choses que tu aimes bien dans ta vie aujourd'hui, que tu aimes bien faire, ce qui te plaît? J'aime être d'abord bien, avoir de l'argent, avoir de belles voitures. Donc c'est mon rêve, quoi. J'aime beaucoup la musique. Et pour ta fille, alors? Elle m'a dit j'aimerais être dentiste. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi ça. Pour moi, je veux qu'elle finisse toutes ses études pour aller vraiment plus loin de l'université, de vraiment travailler. C'est ça mon combat. Tu veux qu'elle ait la chance que tu n'as pas eue? Oui, c'est ça. Et toi, tu aurais aimé faire des études? Oui, j'aurais bien aimé ça, mais je n'ai pas la chance. Peut-être plus tard, quand tu seras plus installée, tu pourras faire des cours de quelque chose. Peut-être. Peut-être. Ouais. Toi, tu as été à l'école jusqu'à quel âge? Je suis partie à l'école jusqu'à 11 ans. Seulement, c'est tout. C'est tout, oui. La vie ici en France, c'est pas facile, hein. C'est pas facile ici. Je me bats. C'est pas facile, mais c'est bien par rapport au pays. Ici, tu as la possibilité de devenir quelqu'un par rapport à chez nous là-bas. Donc ici, pour moi, c'est bien. J'aime beaucoup le travail et partout où je passe, tout le monde sont contents de moi. Même la dernière fois, j'ai dit à mon chef que je vais partir pour faire une formation. Il dit, mais non, hop, tu vas rester ici avec nous. Je dis, mais non, moi, je ne peux pas finir ma vie dans le froid. J'ai d'autres ambitions encore à faire. Si seulement j'étais venue ici avant, ou j'étais née ici à France, je ne pouvais pas passer par là. Peut-être. Mais Dieu seul sait pourquoi. Pourquoi c'est moi. Pourquoi c'est moi. Mais je n'ai pas de réponse. Eh bien, tu n'as pas de réponse. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est pas parce que c'est toi, tu vois, c'est pas parce que c'est Hope et que c'est toi, mais que nous, on connaît beaucoup de choses de tout le monde, tout à travers le monde, et qu'il y a ce qu'on appelle, nous, des facteurs de vulnérabilité à la prostitution. Le fait d'être un enfant, il y a des gens qui est tout seul, en particulier. En France, il y a des enfants qui sont nés en France, parfois, qui vont dans la prostitution parce qu'ils sont en fugue à 14 ans, parce qu'il y a des choses dures qui se sont passées dans leur famille. Ça se passe comme ça. Donc, voilà, il y a des violences, souvent, qui ont été subies avant. Mais il y a aussi le fait de naître particulièrement sans abri. Tu n'avais plus de famille. Donc, quand on est un enfant, on doit être protégé par la société ou par la famille. Si la famille n'est plus là, il doit y avoir la société. Tu vois. Mais chez nous, là-bas, il n'y en a pas. C'était comme moi, malheureusement, je ne connais pas mes parents. Je ne connais pas mes parents. J'ai vécu par-ci, par-là. Ici, au moins, si vous n'avez pas de parents, vous pouvez aller dans les familles d'accueil, une foyer, mais là-bas, il n'y en a pas. Moi, je suis partie de la rue à l'âge de 12 ans. Et il n'y avait personne pour me protéger. Je me suis bâtie toute seule. Maintenant, je suis capable de protéger ma fille et moi-même aussi. Je ne me laisse pas faire. Je sais où aller, ou quand j'y vais, ou qui je raconte. Je sais. Si je vois que ça ne me plaît pas pour aller là-bas, je ne vais pas. Mais si ça me plaît, c'est pour mon intérêt, en fait, je peux y aller. Mais avant, je partais, j'ai dit, même si je meurs, je m'en fous. Et donc, pour toi, d'en parler là, devant le micro, pourquoi pour toi, t'avais envie d'être là? Il y a des gens qui aimeraient bien entendre ça. Peut-être ils sont en même temps que moi. Ils ont un même temps que moi. Et il y a des gens aussi qui ne savent pas que des choses pareilles existent. Et il y a des gens qui voulaient arrêter ou de ne pas faire. Ils ne savent pas par où commencer. J'aimerais bien les dire que moi, j'avais créé en moi-même et j'avais l'envie d'arrêter et j'ai arrêté. D'accord. Et du coup, tu as su trouver l'aide qu'il fallait? Oui. D'accord. Et donc, comment est-ce que
Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire aux gens qui veulent vraiment arrêter, aux femmes qui veulent arrêter? S'ils ont envie d'arrêter, il faut qu'ils l'arrêtent. Parce que moi, j'ai une copine qui est partie, il n'est jamais retourné. Il a laissé 2 enfants. Jusqu'au jour où personne ne sait où il est. Qui a disparu? Oui, qui a disparu. Qui était ici en France, oui. Dieu, je prie et je dis, Dieu, donne-moi du calme. Je peux dire, je prie. Et ça te fait du bien? Oui. Ce qui est très positif quand même, c'est qu'aujourd'hui, tu t'en fous plus de ta vie. Non. Et tu sais qu'il y a d'autres gens qui s'en foutent pas de ta vie. Ta fille en premier. Oui, ma fille en premier. Je vois qu'elle, c'est devenu le passé maintenant. Et j'avais vraiment envie de m'en sortir. Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution, qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du Mouvement du Nid. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions tous les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.